Écoutez ce silence. Est-ce que vous l'entendez? Ou plutôt, est-ce que vous ressentez son absence? Nous avons oublié à quoi ressemble le silence. Pire encore, nous avons oublié à quoi ressemble l'intérieur de notre propre tête. Il y a un mois encore, j'étais exactement là où vous êtes peut-être aujourd'hui. Je me réveillais et avant même d'avoir ouvert les yeux complètement, avant même d'avoir pris une seule inspiration consciente ou d'avoir embrassé la personne qui partageait mon lit, ma main se tendait. Un réflexe pavlovien, mécanique, presque effrayant. Ma main cherchait le métal froid de mon téléphone sur la table de nuit. Et soudain, l'explosion. La lumière bleue agressait mes rétines habituées à l'obscurité et je laissais le monde entier entrer dans ma chambre sans frapper. Les mauvaises nouvelles du bout du monde, les emails urgents qui n'étaient pas urgents la veille, les photos de vacances de gens que je connais à peine, les publicités ciblées pour des anxiolytiques ou des chaussures de sport. En l'espace de 3 minutes, j'avais consommé plus d'informations qu'un être humain du siècle dernier n'en consommait en une semaine. Je commençais ma journée épuisé, anxieux, déjà en retard sur une course dont je ne connaissais même pas la ligne d'arrivée. J'étais occupé. C'était mon mot favori. Si vous m'aviez croisé dans la rue et demandé comment j'allais, je vous aurais répondu avec ce soupir mi-fier, mi-détestable. Je suis sous l'eau. Mais la vérité, c'est que je ne nageais pas vers un but, je me noyais. Je faisais du surplace. J'avais des projets, des rêves immenses, une entreprise à faire grandir, ce livre que je jurais d'écrire depuis 3 ans, mais à la fin de la journée, qu'avais-je réellement accompli? Rien de tangible. J'avais répondu à des gens, j'avais réagi, j'avais consommé, mais je n'avais rien créé. J'étais devenu un spectateur de ma propre vie, un zombie drogué à la dopamine bonne marché, anesthésié par le défilement infini d'un écran tactile. Jusqu'à ce mardi soir de novembre. Il était 23h30. J'étais affalé sur mon canapé, le dos courbé, l'œil vitreux. Je regardais des vidéos courtes, des formats de 15 secondes qui s'enchaînaient frénétiquement. Je ne les regardais même pas, je les subissais. Mon cerveau me hurlait d'aller dormir, mon corps était tendu, mais mon pouce continuait de scroll. Encore une, juste une dernière. Et puis, j'ai eu un moment de lucidité terrifiant, comme une sortie de corps. Je me suis vu de l'extérieur. J'ai vu un homme jeune, plein de potentiel, en train de gâcher son temps de vie, sa ressource la plus précieuse, pour regarder des inconnus danser ou se disputer dans des commentaires stériles. J'ai éteint l'écran. Le noir s'est fait dans le salon. Et j'ai pris une décision. Pas une petite résolution du nouvel an qui s'effrite avant février. Non, une déclaration de guerre. Une guerre contre le bruit, contre la distraction, contre ma propre faiblesse. J'ai compris que si je voulais des résultats exceptionnels, je ne pouvais pas continuer à vivre une vie ordinaire, fragmentée et bruyante. Il fallait que je disparaisse. On appelle ça le manque mode. Le mode moine. Ce n'est pas une tendance passagère pour les réseaux sociaux, c'est une philosophie de vie radicale, temporaire mais brutale. Le principe est simple, l'élimination. Dans notre société moderne, nous cherchons toujours à ajouter quelque chose pour résoudre nos problèmes. Vous êtes fatigué, vous ajoutez du café. Vous êtes stressé, vous ajoutez une application de méditation. Vous vous ennuyez, vous ajoutez Netflix. Le manque mode, c'est l'inverse, c'est la voie négative. On ne résout pas le problème en ajoutant, mais en retirant tout ce qui est superflu. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Il ne colle pas de la glaise sur le bloc, il tape dessus. Il retire tout ce qui n'est pas la statue. Le manque mode, c'est le marbre et le burin appliqués à votre cerveau. C'est la décision consciente de dire non à 99% des choses pour pouvoir dire un oui absolu, tonitruant et puissant au 1% qui compte vraiment. J'ai décidé de m'engager pour 30 jours. 30 jours pour reprendre le contrôle. 30 jours pour voir qui j'étais vraiment quand on enlevait tout le décorum artificiel de la vie moderne. Mais on ne part pas à la guerre sans stratégie. Si vous dites simplement « je vais essayer d'être plus concentré ce mois-ci », vous avez déjà perdu. La volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise comme une batterie au fil de la journée. Les règles, elles, sont absolues. Elles ne négocient pas. J'ai pris une feuille blanche, un stylo noir et j'ai rédigé mon contrat, un pacte avec moi-même que j'ai scotché au mur juste au-dessus de mon bureau comme un rappel constant de mon engagement. La première règle, la plus terrifiante, concernait l'isolation numérique.
J'ai réalisé que mon téléphone était devenu une laisse électronique. J'ai supprimé Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn et YouTube de mon appareil. Pas simplement déplacer les icônes dans un dossier caché pour ne pas les voir, non, supprimer, désinstaller. J'ai coupé les ponts. J'ai également instauré la règle du téléphone prisonnier. De 20h le soir à 8h le lendemain matin, mon téléphone n'avait plus le droit d'entrer dans ma chambre ou mon bureau. Il devait dormir dans la cuisine, éteint, loin de moi. Si je voulais savoir l'heure, j'avais un réveil. Si je voulais me divertir, j'avais des livres. C'était la condition sine qua non pour retrouver un sommeil réparateur et des matinées créatives. La deuxième règle touchait à ma biologie. On ne peut pas tourner une Formule 1 avec de l'essence frelatée. On ne peut pas demander à son cerveau de produire des idées de génie, de rester concentré pendant des heures s'il est inflammé par le sucre, l'alcool et la malbouffe. J'ai décidé de traiter mon corps comme un temple, pas comme une poubelle. Pendant 30 jours, 0 alcool, aucune exception, pas MC même un verre pour l'anniversaire d'un tel. 0 nourriture transformée, pas de livraison de repas rapides. Je cuisine des aliments bruts ou je mange simple. Et surtout, 30 minutes d'exercice physique intense quotidien. Pas pour devenir un bodybuilder, mais pour faire circuler le sang, pour oxygéner ce cerveau que je m'apprêtais à solliciter comme jamais. L'exercice n'était pas une option, c'était le carburant de ma discipline. Enfin, la troisième règle, le cœur du réacteur, le deep work, le travail profond. L'objectif du Monk Mode n'est pas seulement de se priver, c'est de produire, c'est de bâtir quelque chose de grand. Je me suis engagé à faire 4 heures de travail ininterrompu par jour. Qu'est-ce que le travail profond? C'est un état de concentration absolue, sans distraction, qui pousse vos capacités cognitives à leurs limites. Pas de musique avec des paroles qui parasitent la pensée. Pas d'anglais ouvert sur le navigateur autre que les nécessaires à la tâche immédiate. Une seule mission à la fois. 4 heures, cela peut sembler peu pour ceux qui se vantent de passer 10 heures au bureau. Mais croyez-moi, 4 heures de vraie concentration, 4 heures où vous êtes en tête-à-tête avec votre art, valent 40 heures de travail diluées par les réunions, les pauses café et les interruptions. C'est dans ces 4 heures que les empires se construisent. J'ai regardé ma feuille, j'ai relu les 3 règles, j'ai signé en bas, daté du jour. J'ai ressenti un mélange étrange d'excitation et de terreur pure. C'était comme regarder le vide avant un saut à l'élastique. Une partie de moi, cette partie-là, c'est Okemos au confort, me chuchotait que c'était trop extrême, que je n'avais pas besoin d'aller si loin, que je pouvais juste ralentir un peu. Mais je savais que c'était un mensonge. La modération ne fonctionne pas pour le changement radical. Parfois, il faut brûler les navires pour ne pas avoir d'autre choix que d'avancer. J'ai envoyé un dernier message à ma famille et à mes amis les plus proches. Un message court, sobre. Je coupe tout pour un mois, pour me concentrer sur un projet vital. Si c'est une urgence de vie ou de mort, appelez-moi. Sinon, on se voit dans 30 jours. J'ai vu les petites boules de réponse apparaître, certains encourageants, d'autres perplexes. Je n'ai pas attendu de lire la suite. J'ai éteint mon téléphone. L'écran est devenu noir. Le silence est tombé dans l'appartement. Un silence lourd, épais. Pour la première fois depuis des années, je n'étais connecté à rien d'autre qu'à l'instant présent. Pas de notification, pas de vibration fantôme, juste moi. Le jour 1 allait commencer le lendemain à l'aube. Je pensais être prêt, je pensais que ce serait une simple question de volonté. Je ne savais pas encore que les premières 48 heures allaient me faire ressentir une douleur physique, un manque comparable à celui d'un drogué en sevrage. Je ne savais pas encore que j'allais devoir affronter mes démons les plus enfouis. Mais à cet instant précis, dans le calme de cette pièce, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, la possibilité. La possibilité que tout puisse changer, la possibilité de devenir enfin celui que je devais être. Le réveil a sonné à 6 heures. Un vieux réveil à piles au tic-tac monotone que j'avais déterré d'un carton poussiéreux la veille. Pas de mélodie douce, pas de lumière progressive, juste un bip-bip agressif et métallique. J'ai ouvert les yeux et, comme prévu, ma main a cherché le vide sur la table de nuit. Elle a tâtonné le bois froid, cherchant ce rectangle de verre rassurant qui n'était pas là. Pendant une fraction de seconde, une bouffée de panique m'a traversé. Le genre de mini-crise cardiaque que l'on ressent quand on pense avoir perdu son portefeuille. Puis, la mémoire est revenue. Le Monk Mode. C'était le jour 1.
Je me suis levé. L'appartement était plongé dans la pénombre. D'habitude, à cette heure-là, j'aurais déjà consulté 3 applications, lu les gros titres des nouvelles et probablement répondu à un message WhatsApp en marchant vers la machine à café. Là, il n'y avait que le bruit de mes pas sur le parquet et le ronronnement du frigo. J'ai bu mon verre d'eau, j'ai fait mon café et je me suis assis à mon bureau. Il était 6h15. J'avais 4 heures de deep work devant moi. Et c'est à ce moment précis que la guerre a commencé. On ne vous prévient pas de la violence physique du sevrage numérique. On pense que c'est psychologique, que c'est juste dans la tête. C'est faux, c'est viscéral. Au bout de 20 minutes, face à ma page blanche, j'ai ressenti des démangeaisons, littéralement. J'avais l'impression d'avoir des fourmis sous la peau. Mon cerveau, privé de sa dose habituelle de stimulation rapide, s'est mis à hurler. Il cherchait une distraction comme un assoiffé cherche de l'eau dans le désert. J'ai eu l'impulsion d'ouvrir un nouvel onglet sur mon navigateur. Ma main a bougé toute seule vers la barre d'adresse pour taper YOU. Je me suis arrêté. J'ai retiré ma main du clavier. J'ai respiré. Les 2 premières heures ont été une torture. Le temps s'était dilaté. Je regardais ma montre, 6h45. Je travaillais un peu, je souffrais, je regardais ma montre, 6h48. 3 minutes, seulement 3 minutes, c'était impossible. J'avais l'impression d'être assis là depuis des jours. C'est là que j'ai compris à quel point mon rapport au temps était brisé. Les réseaux sociaux et le divertissement infini compressent le temps. Vous clignez des yeux et 1 heure a disparu. Le monk mode, lui, rend au temps sa véritable densité. Et au début, cette densité est écrasante, elle pèse sur vos épaules. Le silence n'était pas apaisant, il était assourdissant. Il me renvoyait l'écho de ma propre agitation intérieure. Je me suis rendu compte que je ne savais plus penser. Je savais réagir, mais je ne savais plus réfléchir sur la durée. Mon attention s'effritait toutes les 4 minutes. Le soir du 3e jour, j'ai touché le fond. C'est ce que j'appelle le mur de l'ennui. J'avais fini mon travail, j'avais fait mon sport, j'avais mangé mon repas sain et insipide. Il était 20h30. Pas de Netflix, pas de YouTube, pas de scrolling. Juste moi, un livre et le canapé. L'ennui m'a frappé de plein fouet. Un ennui profond, existentiel, presque nauséeux. J'ai tourné en rond dans mon salon comme un lion en cage. Je me suis surpris à lire les étiquettes des bouteilles de shampoing dans la salle de bain juste pour lire quelque chose. Je me sentais vide. Et c'est là, au cœur de ce vide terrifiant, que j'ai eu ma première révélation. Nous avons déclaré la guerre à l'ennui. Nous l'avons éradiqué de nos vies. Dès qu'il pointe le bout de son nez dans une file d'attente ou aux toilettes, nous sortons notre téléphone pour le tuer. Mais en tuant l'ennui, nous avons tué notre créativité. Car l'ennui n'est pas une punition, c'est un mécanisme, c'est le filtre du cerveau. Vers 21h30, épuisé de tourner en rond, je me suis assis et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Sans écran pour le guider, mon cerveau a commencé à faire des connexions étranges. Des souvenirs d'enfance sont remontés, des idées pour mon business, des solutions à des problèmes que je traînais depuis 6 mois sont soudainement émergées, claires comme de l'eau de roche. J'ai attrapé un carnet et j'ai commencé à écrire, pas parce que je le devais, mais parce que ça débordait. J'ai compris que l'ennui est le prélude nécessaire à la création. Si vous ne laissez jamais votre esprit s'ennuyer, il ne peut jamais rêver. Il ne peut que consommer le rêve des autres. Ce soir-là, j'ai redécouvert le plaisir oublié de simplement être. Mais le plus grand test restait à venir, le premier vendredi soir. Le monde extérieur s'est réveillé. Même sans téléphone, je pouvais sentir la vibration de la ville. Je savais que mes amis se réunissaient au bar habituel. Je savais qu'ils riaient, qu'ils buvaient, qu'ils décompressaient de leur semaine. La FOMO, la peur de manquer quelque chose, m'a saisi à la gorge. Je me suis imaginé seul, triste, exclu, pendant que le reste de l'humanité s'amusait. C'était la voix de la médiocrité qui essayait de me négocier une sortie. « Allez, juste un verre, tu reprendras demain. Tu vas devenir un ermite, c'est malsain. » J'ai tenu bon, non pas pour plaisir, mais par orgueil. Je ne voulais pas échouer au bout de 5 jours. Je me suis couché à 20h30, frustré, avec le sentiment d'être puni. Puis, le samedi matin est arrivé.
Je me suis réveillé naturellement à 6h30 sans réveil. J'ai ouvert les yeux et pour la première fois, le brouillard avait disparu. Pas de gueule de bois, pas de fatigue traînante, pas de regret d'avoir dépensé trop d'argent ou d'avoir dit des bêtises la veille. Juste une clarté cristalline, une énergie pure, brute qui circulait dans mes veines. Je suis sorti marcher. La ville était déserte, calme. Je voyais les gens qui rentraient de soirée, le visage défait, les yeux cernés, marchant péniblement vers leur lit pour gâcher leur journée à récupérer. J'étais l'inverse. J'étais en train de monter en puissance alors qu'ils s'éteignaient. J'ai ressenti un sentiment de puissance incroyable. C'était presque injuste. J'avais l'impression d'avoir découvert un code de shit dans le jeu de la vie. Pendant que le monde dormait ou cuvait, j'étais déjà à l'œuvre. Ce samedi-là, j'ai abattu plus de travail en 4 heures que je n'en avais fait durant tout le mois précédent. J'ai compris que la discipline n'était pas une privation de liberté. C'était l'inverse. La discipline est la liberté. Elle vous libère de la tyrannie de vos impulsions, de la dictature de la paresse et de la pression sociale. La première semaine s'achevait. J'avais survécu au sevrage. Mes mains ne tremblaient plus pour chercher mon téléphone. Le silence n'était plus effrayant. Il devenait mon allié. J'avais tranché le mur de la douleur. Maintenant, j'apprêtais à entrer dans une zone inconnue. Une zone que les sportifs appellent la zone et que les artistes appellent le flow. J'allais découvrir de quoi mon cerveau était réellement capable lorsqu'on arrête de l'interrompre toutes les 10 secondes. J'allais découvrir que je n'étais pas bête ou lent, j'étais juste distrait. Et la différence entre les deux est ce qui sépare les amateurs des maîtres. Si la première semaine était une traversée du désert, la deuxième fut l'arrivée dans l'oasis. Aux alentours du 15e jour, quelque chose de fondamental a basculé. Je ne saurais dire l'heure exacte, mais je me souviens de la sensation. Je me suis réveillé et, pour la première fois, je n'ai pas eu à négocier avec moi-même. Il n'y avait plus de voix intérieure gémissante qui demandait « Encore combien de jours ?» Il n'y avait que le silence. Mais ce n'était plus le silence effrayant du début, c'était un silence habité, dense, serein. Le bruit de fond de mon existence, ce grésillement constant d'anxiété et d'urgence artificielle, s'était tu. J'étais entré dans ce qu'on appelle la vitesse de croisière. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la véritable nature du deep work, le travail profond. Avant le monk mode, je pensais savoir ce qu'était la concentration. Je me trompais lourdement. Ce que j'appelais concentration n'était qu'une suite de micro-attentions fragmentées. Je travaillais 10 minutes, je vérifiais un mail, je reprenais 5 minutes, je changeais de musique, je me levais pour un café. Mon cerveau était comme un moteur qu'on redémarre sans cesse. Il chauffait, il s'usait, mais il n'avançait pas. Au cours de cette 3e semaine, j'ai vécu des expériences de flow d'une intensité presque mystique. Je m'asseyais à mon bureau à 8 heures, je commençais à écrire ou à bâtir une stratégie. Je plongeais dans la tâche. Le monde extérieur s'effaçait. Il n'y avait plus de murs, plus de chaises, plus de corps. Juste la pensée et l'action. Quand je levais la tête, persuadé qu'il s'était écoulé 45 minutes, l'horloge affichait midi. 4 heures avaient disparu, volatilisées. Mais elles n'étaient pas perdues. Elles étaient cristallisées dans le travail que j'avais devant les yeux. J'avais abattu en une matinée ce qui me prenait habituellement 3 semaines de labeur pénible. C'était fluide, sans friction. J'avais l'impression d'avoir téléchargé les compétences directement dans mon cortex. Je ne forçais plus pour créer, je canalisais. Les résultats concrets ont commencé à s'accumuler de manière presque effrayante. J'ai terminé l'écriture d'un projet qui traînait depuis 6 mois. J'ai lu 4 livres complets en 2 semaines, de la philosophie, de la stratégie, de la biographie, et je ne les ai pas seulement lus, je les ai retenus. Mon cerveau, libéré de la pollution numérique, était redevenu une éponge avide de connaissances complexes. J'ai réalisé que nous ne sommes pas devenus plus bêtes avec l'âge, nous avons juste saturé notre bande passante. Une fois la bande passante libérée, votre intelligence revient au galop. Mais le changement le plus spectaculaire ne s'est pas produit dans mon travail, il s'est produit dans ma tête, au niveau émotionnel. Depuis des années, je vivais avec une boule au ventre, une anxiété diffuse, indéfinissable. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'avenir, la peur du jugement. En monk mode, cette anxiété a disparu. Pchit, envolée. Pourquoi ? J'ai compris que mon anxiété n'était pas liée à mes problèmes réels, mais à ma distraction face à eux. Dans la vie normale, quand un problème surgit, on scrolle pour l'oublier. On anesthésie le stress avec du divertissement. Le problème reste là,
Il pourrit dans un coin de notre esprit et il génère de l'anxiété. En monk mode, quand un problème ou une émotion négative survenait, je n'avais nulle part où fuir. Je ne pouvais pas ouvrir Instagram, je devais faire face. Alors je réglais le problème tout de suite, ou je l'écrivais pour le traiter le lendemain. J'ai fermé toutes les boucles ouvertes de ma vie et le calme qui en a résulté était absolu. Je dormais comme un bébé, d'un sommeil lourd et réparateur, sans ressasser les erreurs de la veille ni craindre les défis du lendemain. Physiquement, je me transformais aussi. La nourriture avait changé de goût. En arrêtant le sucre et les produits transformés, mes papilles gustatives qui étaient comme mortes, saturées par les excès, se sont réveillées. Une simple pomme avait le goût d'un dessert sophistiqué. Boire de l'eau était un plaisir. Mon corps s'affinait, non pas par privation, mais par efficacité. Je voyais mon visage changer dans le miroir, la peau plus claire, les yeux plus brillants, la mâchoire plus définie. L'inflammation chronique causée par le stress et la malbouffe quittait mon système. Je me sentais léger, agile, prêt à bondir. Je me suis surpris, lors de mes promenades quotidiennes, à observer les autres. Je les voyais dans la rue, le dos voûté sur leurs écrans, marchant comme des automates, traversant la route sans regarder, totalement absents du monde réel. Avant, je faisais partie de cette masse. Maintenant, j'avais l'impression d'être un observateur venu d'une autre dimension. Je ressentais une forme de compassion, mais aussi un sentiment de puissance secret. Je savais quelque chose qu'ils n'ignoraient. Je savais qu'il suffisait de débrancher la prise pour se réveiller. J'avais trouvé la sortie de la matrice et la porte n'était même pas fermée à clé. Vers la fin de la 3e semaine, une nouvelle pensée a émergé, une pensée dangereuse. Je me suis dit, je ne veux plus jamais revenir en arrière. Je me suis demandé si je ne devais pas rester en monk mode pour toujours, vivre comme un ermite productif, loin du bruit et de la fureur. C'était tentant, c'était confortable, j'étais le roi de mon petit royaume silencieux. Mais je savais que c'était une illusion. Le but du monk mode n'est pas de fuir le monde pour toujours, mais de se forger une armure assez solide pour y retourner sans se faire écraser. Je savais que le jour 30 approchait, je savais que j'allais devoir rallumer ce téléphone. Je savais que les notifications allaient tenter de m'envahir à nouveau, mais je savais aussi que l'ancien moi n'était plus le même que celui qui l'avait éteint. L'ancien moi était esclave de ses impulsions, le nouveau moi était le maître de son attention. J'avais goûté à l'excellence, et une fois qu'on y a goûté, la médiocrité n'a plus jamais la même saveur. J'étais prêt au choc du retour, ou du moins, je le croyais, car la réintégration allait s'avérer être un défi aussi complexe que le sevrage. Le jour 31 est arrivé comme une gifle. J'étais assis dans ma cuisine, le café fumant devant moi. Mon téléphone était là, posé sur la table, éteint. Il ressemblait à un petit monolithe noir, inerte et innocent. Pourtant, je savais qu'il contenait le chaos. J'ai hésité. Une part de moi voulait le laisser éteint, le jeter par la fenêtre et partir vivre dans une cabane en forêt. Mais nous ne vivons pas dans une forêt. Nous vivons dans le monde moderne. Et la fuite n'est pas une stratégie viable à long terme. La maîtrise l'est. J'ai appuyé sur le bouton latéral. La pomme blanche s'est allumée. Quelques secondes d'attente. Et puis, le déluge. Le téléphone s'est mis à vibrer. Pas une fois, pas 2 fois. Il a vibré en continu pendant 2 minutes entières. Les bulles rouges se sont accumulées sur les icônes. 432 emails, 67 messages WhatsApp, 15 mentions Instagram, des notifications d'actualité périmées, une polémique politique oubliée depuis 3 semaines, une promotion pour des sushis qui n'existaient plus. J'ai ressenti une agression physique. C'était comme entrer dans une boîte de nuit bondée après avoir passé un mois dans une bibliothèque silencieuse. Le bruit était assourdissant, vulgaire, inutile. J'ai regardé cet écran clignotant et j'ai réalisé l'absurdité de notre condition. Tout ce vacarme pour ça, pour ce vide bruyant. J'ai lu les messages, rien n'était grave. Le monde avait continué de tourner sans moi. Personne n'était mort. Le soleil s'était levé et couché 30 fois. Mes urgences d'il y a 1 mois n'étaient que des poussières. Mais la différence, c'est que je ne me suis pas laissé happer. Avant le monk mode, j'aurais plongé tête la première dans ce flux. J'aurais répondu frénétiquement. J'aurais scrollé pour rattraper le temps perdu. Là, j'ai posé le téléphone. J'ai souri. J'ai activé le mode « Ne pas déranger » et je suis retourné travailler. J'avais changé. J'avais bâti une forteresse mentale. J'ai compris ce jour-là que le but du monk mode n'est pas de vivre comme un moine pour l'éternité. C'est impossible et franchement, ce n'est pas souhaitable. Nous avons besoin de connexion, de rire, de légèreté.
Le but du manque mode est de réinitialiser le système. C'est une purge. C'est un rappel brutal de qui est le maître et qui est l'esclave. J'ai réintégré la technologie dans ma vie, mais selon mes termes. Je suis devenu une sentinelle impitoyable de mon attention. Aujourd'hui, mes notifications sont désactivées par défaut. Je ne consulte mes emails qu'à midi. Mes matinées restent sacrées, inviolables. Je vis dans une alternance de cycles, des périodes d'ouverture au monde et des périodes de fermeture hermétique pour créer. J'ai appris à décevoir les autres pour ne pas me décevoir moi-même. Et paradoxalement, les gens me respectent davantage pour cela. Ils sentent que mon temps a de la valeur, alors ils ne le gaspillent plus. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez écouté mon histoire, vous avez peut-être ressenti cette petite étincelle de jalousie ou cet élan d'espoir. Vous vous êtes dit « j'aimerais bien être capable de faire ça ». Laissez-moi vous dire une vérité brutale. L'inspiration sans action est une forme de masturbation intellectuelle. Ça fait du bien sur le moment, mais ça ne crée rien. Si vous éteignez cet audio et que vous retournez scroller sur TikTok, nous avons tous les deux perdu notre temps. Je ne vais pas vous demander de faire 30 jours de manque mode dès demain. Ce serait comme demander à quelqu'un qui n'a jamais couru de faire un marathon. Vous allez échouer, vous allez vous détester et vous allez abandonner. La discipline est un muscle et il faut le chauffer. Je veux vous proposer un défi, un seul, un échantillon gratuit de cette nouvelle vie. Je veux que vous testiez la puissance du silence juste pour voir. Voici votre mission si vous l'acceptez. Nous l'appellerons la matinée monacale. C'est très simple. Cela ne demande aucun équipement, aucun argent. Juste du courage. Étape 1. Ce soir, avant d'aller dormir, prenez votre téléphone. Mettez-le en mode avion et c'est là que ça se joue. Ne le posez pas sur votre table de nuit. Sortez de votre chambre. Posez-le dans la cuisine, dans le salon ou dans vos chaussures s'il le faut. Loin de votre lit. Achetez un réveil à 5 € si vous en avez besoin, mais bannissez l'écran de votre sanctuaire de sommeil. Étape 2. Demain matin. Quand vous vous réveillez, c'est le moment critique. Votre cerveau va réclamer sa dose. Il va vous inventer des excuses. Je dois juste vérifier la météo. Et si j'avais un message urgent, dites-lui non. Ne touchez pas à ce téléphone. Laissez-le où il est. Buvez de l'eau, prenez une chouche, faites du café, mais restez déconnecté. Étape 3. Les 4 heures sacrées. Consacrez les 4 premières heures de votre journée à une seule chose. Si vous êtes étudiant, étudiez ce sujet que vous repoussez tout le temps. Si vous êtes entrepreneur, travaillez sur votre offre, pas sur vos emails. Si vous êtes artiste, créez. Si vous ne savez pas quoi faire, lisez un livre ou écrivez vos pensées. Mais pendant 4 heures, pas d'internet, sauf recherche stricte, pas de téléphone, pas de distraction. Juste vous et la tâche. Je vous promets une chose, vers la 2e heure, vous allez ressentir l'ennui. Vous allez avoir envie de bouger. C'est bon signe. C'est la détoxication qui commence. Traversez ce moment. De l'autre côté de cet ennui se trouve la grandeur. Si vous faites cela ne serait-ce qu'une seule fois, vous allez être choqué. Vous abattrez plus de travail en une matinée que dans toute votre semaine passée. Vous allez ressentir cette fierté, cette densité d'être en vie dont je vous ai parlé. Alors, êtes-vous prêt à essayer ? Êtes-vous prêt à parier sur vous-même pour une seule matinée ? Si la réponse est oui, je veux que vous preniez un engagement public maintenant. C'est psychologique. Quand on s'engage devant des témoins, on a moins de chances de reculer. Allez dans les commentaires, juste en dessous, ne réfléchissez pas. Écrivez simplement ces 2 mots en majuscules, mode activé. C'est votre signature au bas du contrat, c'est le premier coup de marteau sur votre bloc de marbre. Et surtout, revenez. Une fois que vous aurez vécu cette matinée monacale, revenez sous cet audio. Racontez-nous. Comment c'était ? Avez-vous ressenti le manque ? Avez-vous touché cet état de flow ? Qu'avez-vous accompli ? Partagez vos victoires, même petites. Vos témoignages serviront de carburant pour ceux qui hésitent encore. Nous créerons ici une communauté de gens qui ont décidé de se réveiller. La discipline est la forme la plus haute d'amour de soi-même. En vous refusant ces plaisirs immédiats et toxiques, vous offrez un futur extraordinaire. Le monde est bruyant. Votre succès se trouve dans le silence. C'était un honneur de partager ce voyage avec vous. Maintenant, coupez cet audio, éteignez tout et allez construire quelque chose de grand. À vous de jouer.